Tendre. Je donne la parole à Madame Elina Lemaire qui va nous parler donc de cette affaire qui a fait couler tant d'encre et de salive aux journalistes des différents médias, la crèche Babilou, la laïcité liberticide. On frémit rien qu'y penser. Merci Monsieur le Président. Merci, moi aussi, je vais remercier les organisateurs, donc Nicolas Hoppet, Cécile Bargue, bien sûr, de leur accueil très chaleureux et de m'avoir permis donc de m'exprimer dans le cadre de ce colloque. Alors, effectivement, cette affaire Babilou a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, pour reprendre vos propos, mais j'espère jeter sur cette affaire un regard différent, qui serait plus celui du constitutionnaliste, en m'attaquant donc au débat parlementaire qui a provoqué cette affaire. Et la question que je me suis posée à la base et à laquelle je réponds par l'intitulé finalement de mon intervention, en tuant le suspense avant même de l'avoir créé, la question que je me suis posée était de savoir si finalement la laïcité ne serait pas devenue un instrument juridique de restriction des libertés, au premier rang desquelles, bien sûr, la liberté religieuse, la liberté d'expression religieuse, au prix, me semble-t-il, d'une dénaturation très importante du concept libéral à la base de laïcité. Alors, à cet égard, la question de la visibilité des signes religieux est absolument centrale, et bien sûr, comme vous le savez, cette question est d'actualité en France depuis un peu plus de 25 ans maintenant, c'est-à-dire depuis la première affaire du voile à l'école. Et la question de la visibilité des religions est bien sûr aussi au cœur des débats dans l'affaire de la crèche Babilou. Alors, quelques mots très rapidement sur les faits de l'affaire et les problèmes juridiques soulevés par cette affaire bien connue. Il s'agissait tout simplement donc d'une salariée de droit privé qui travaillait dans une crèche associative, personne morale de droit privé, ne gérant pas un service public, qui s'est présentée un jour à son travail en portant le voile. La directrice de la structure lui a demandé de le retirer, ce qu'elle a refusé de faire, en arguant de ses convictions religieuses, et elle a été de ce fait licenciée pour non-respect du règlement intérieur, qui prévoyait donc que la crèche respectait dans ses activités le principe de neutralité en matière religieuse, et donc le fait de ne pas retirer le voile était constitutif aux yeux de la direction d'une faute grave. Alors cette dame donc a saisi la justice notamment, et donc l'affaire Babilou a donné lieu à une véritable saga judiciaire aux multiples rebondissements que je résume très rapidement. Donc en première instance et en appel, la requérante a été déboutée de sa demande, et la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mars 2013, un arrêt qui a fait beaucoup de bruit, a considéré que le licenciement était discriminatoire, en expliquant donc que le principe de laïcité n'était pas applicable aux salariés de droit privé qui ne gèrent pas un service public. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Paris, qui, le 27 novembre 2013, s'est opposée à la solution qui a été celle de la Cour de cassation, en considérant donc que le licenciement a été légal. L'affaire est revenue devant la Cour de cassation il y a très exactement 3 jours, donc lundi dernier, le 16 juin. La Cour de cassation s'est réunie en assemblée plénière et pour examiner à nouveau cette affaire et la lecture de l'arrêt est prévue pour mercredi prochain, donc le 25 juin. Je signale que le procureur général, près la Cour de cassation, a considéré qu'il fallait juger donc que le licenciement était légal. Donc voilà pour le volet juridictionnel. Je vais donc m'intéresser moi plutôt à la mobilisation parlementaire qui a provoqué l'affaire Babilou et à l'agitation politique très importante provoquée par cette affaire, puisque les différentes étapes donc, du volet juridictionnel ont provoqué de très nombreuses réactions dans les deux chambres. Alors notamment
le vote à l'Assemblée nationale donc d'une résolution sur le fondement de l'article 34-1 nouveau de la Constitution, résolution donc votée en mai 2011 qui portait sur l'attachement au respect des principes de laïcité et de liberté religieuse, mais aussi et surtout, et c'est ce qui va m'intéresser ici, dépôt de nombreuses propositions de loi. Une proposition de loi constitutionnelle dont l'objet donc était de réviser la Constitution pour réécrire la devise de la République, qui deviendrait liberté, égalité, fraternité, laïcité, et dépôt de 11 propositions de loi ordinaires qui visaient toutes, selon des modalités diverses, la transposition du principe de neutralité dans le secteur privé. Alors, 2 de ces propositions de loi ont été inscrites à l'ordre du jour du Sénat et de l'Assemblée nationale et donc ont été discutées en séance. Au Sénat, donc dominé par la gauche, une proposition de loi visant à étendre le principe de neutralité aux structures privées d'accueil de la petite enfance a été adoptée en première lecture en janvier 2012. Ce texte a été transmis à l'Assemblée nationale, qui était alors dominée par la droite, et n'a jamais fait l'objet d'une discussion. À l'Assemblée nationale, donc passée à gauche après les élections législatives de juin 2012, une proposition de députés de l'opposition relative donc à la transposition du principe de neutralité dans le secteur privé en général a été rejetée en première lecture le 6 juin 2013. Donc, alors même qu'il y a un consensus assez large sur la question de l'extension du principe de neutralité au secteur privé, d'ailleurs même le président de la République, François Hollande, interviewé à la télévision quelques jours après l'arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2013, avait appelé de ses voeux donc, le vote d'une loi pour permettre, donc, pour transposer le principe de neutralité aux structures d'accueil de la petite enfance, aux structures privées. Donc malgré ce consensus, aucune loi n'a été votée. Donc, et les raisons de cet échec sont, à mon avis, de 2 ordres principalement. D'une part contextuelle, parce que le fait est que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris de novembre dernier, qui a considéré donc que le licenciement était légal, a calmé les esprits, tout simplement. Et les parlementaires attendent sans doute la décision de la Cour de cassation avant de se lancer dans un débat qui est tout de même un débat sur un sujet extrêmement délicat. Et d'autre part, il y a des raisons politiques, puisqu'on s'aperçoit qu'en réalité, la droite rejette systématiquement les propositions de la gauche et, en sens inverse, la gauche rejette de façon tout aussi systématique les propositions de la droite. Alors, ce qui m'a intéressé donc principalement, ce sont les débats parlementaires, je l'ai dit, qui ont été provoqués par l'affaire Babilou, et surtout ce qu'ils révèlent, ces débats, sur la façon dont les députés et les sénateurs conçoivent l'articulation entre le principe de laïcité et la liberté religieuse, et je vais essayer de jeter sur cette affaire donc un regard dépassionné, un regard froid de juriste, et je vais essayer de montrer que finalement le principe de neutralité qu'on souhaite transposer, que les parlementaires souhaitent transposer au secteur privé, ce principe de neutralité qui constitue donc l'une des composantes du principe de laïcité, c'est un principe libéral par essence, et que le fait de souhaiter le transposer au secteur privé ne peut se faire finalement qu'au prix d'une très grave déformation de sa signification et de son fondement. Donc ça, ce seront les 2 premiers points. Et puis dans un troisième et dernier point, j'essaierai de montrer que la façon dont les parlementaires se sont saisis de cette affaire Babilou montre, à mes yeux en tout cas, qu'il y a une très forte incompréhension qui est très répandue également du concept de laïcité, qui est très souvent réduit à la notion de neutralité et qui est de ce fait improprement opposé à la liberté religieuse. Mon premier point, la neutralité de l'État au service de la liberté religieuse. Le principe de neutralité religieuse constitue l'un des 3 piliers de la laïcité, tels qu'ils ont été identifiés par le Conseil d'État, avec donc la liberté de conscience et le pluralisme confessionnel.
Ce principe de neutralité est proclamé à l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, la loi de séparation des cultes et de l'État. Je cite cet article: « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. » Fin de citation. Alors ce principe de neutralité signifie d'une part que l'État et l'administration en général doivent s'abstenir d'adhérer à une quelconque option spirituelle, ce qui implique notamment l'interdiction des subventions aux cultes, le devoir de réserve en matière religieuse des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, ou encore la neutralité des bâtiments publics. Donc ça, c'est le premier aspect du principe de neutralité. Et puis, d'autre part, le principe de neutralité signifie que l'État et l'administration ne doivent procéder à aucune discrimination en matière religieuse, ce qui implique notamment donc, le respect de la liberté de conscience des usagers du service public, mais aussi la liberté de conscience des agents du service public. Le fondement du principe de neutralité est à mes yeux aussi important que sa définition et sa portée. Et je voudrais ici souligner deux éléments. Le premier élément, c'est que comme la lecture de l'article 2 de la loi de 1905 que je viens de lire, comme la lecture de ce texte le laisse entendre, le principe de neutralité, il est source d'obligations négatives uniquement pour la République, c'est-à-dire pour l'État et pour les pouvoirs publics, et pas pour les individus. Le deuxième point, c'est que le principe de neutralité, c'est avant tout un principe de liberté. Si la République est neutre, c'est d'une part pour assurer l'indépendance des cultes, et donc notamment la liberté d'organisation interne des cultes, et d'autre part, si la République est neutre, c'est pour permettre à chaque individu de choisir librement d'adhérer ou de ne pas adhérer à des options spirituelles qui sont toutes égales, dans la mesure où l'État n'en préfère, ni n'en persécute, ni n'en discrimine aucune. Et il me semble dans ces circonstances que l'extension du principe de neutralité au secteur privé, dans la perspective de limiter des libertés, serait une négation de la dimension libérale du principe de neutralité qui est consubstantielle à ce principe. J'en viens donc à mon deuxième point, la neutralité du secteur privé contre la liberté religieuse. À l'Assemblée nationale et au Sénat, les projets nés de l'affaire Babilou avaient un objet plus ou moins large. Certains de ces projets donc, prônaient au nom du principe de laïcité l'extension de la neutralité uniquement aux structures d'accueil des jeunes enfants, c'est-à-dire principalement les crèches et les centres de loisirs privés ne participant pas à la gestion d'un service public, voire encore, c'est le cas pour la proposition de loi adoptée au Sénat en janvier 2012, voire aux assistantes maternelles qui travaillent chez elles. Et là, ça a été l'occasion de débats un petit peu hallucinants sur le fait de savoir si les assistantes maternelles devaient complètement neutraliser leur appartement ou leur maison, en supprimant notamment les tapis ou les photos de la Mecque ou ce genre de choses. Et bien sûr, dans l'hypothèse où on admettait donc que le principe de neutralité s'imposait aux assistantes maternelles, elles devaient également, chez elles, renoncer à porter tout signe religieux ostentatoire. Les textes les plus nombreux et les plus liberticides avaient pour objet plus large de modifier le Code du travail afin donc de permettre aux entreprises et aux associations en général, donc on sort du cadre de la petite enfance, d'inscrire le principe de neutralité religieuse dans leur règlement intérieur, donc toujours avec pour objectif de préserver le principe de laïcité. Lorsqu'on examine les arguments qui ont été mis en avant par les parlementaires, pourquoi au fond étendre le principe de neutralité au secteur privé, on s'aperçoit qu'il y a un argument invariable et puis il y a des arguments qui changent en fonction du champ d'application de la loi. Le premier argument qui est invariable, c'est qu'il faut préserver le principe de laïcité et c'est pourquoi la neutralité doit être appliquée au secteur privé. Ensuite, pour les projets de texte concernant le secteur de la petite enfance, les parlementaires ont mis en avant l'intérêt de l'enfant, et notamment la préservation de sa propre liberté de conscience, et le droit des parents
d'éduquer leurs enfants conformément à leurs croyances et opinions, droit qui est notamment donc garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. S'agissant des textes qui avaient pour objet d'étendre le principe de neutralité au secteur privé en général, les arguments furent beaucoup plus divers, mais on peut les classer en deux catégories. La première catégorie, ce sont les arguments qui concernent le bon fonctionnement de l'entreprise, comme par exemple la garantie de la paix sociale, qui serait mise à mal par l'affichage par certains salariés de leur appartenance religieuse, ou encore la nécessité d'assurer des relations apaisées avec le public, relations qui selon certains parlementaires, pourraient être tendues du fait, là aussi, de l'affichage de l'appartenance religieuse par les salariés. La deuxième catégorie d'arguments, donc toujours relative à l'extension du principe de neutralité au secteur privé en général, la seconde catégorie d'arguments était relative à la protection de la liberté de conscience des salariés et des clients. Alors, je vais dire 2-3 mots de ces arguments avant d'en venir dans ma troisième partie à l'essentiel, c'est-à-dire à la question de la laïcité. Ces arguments me semblent tous discutables. Alors, je suis certaine que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais je le dis quand même. Alors, s'agissant des structures d'accueil de la petite enfance, il faut savoir que ces structures n'accueillent les enfants que jusqu'à leur entrée en école maternelle. Et donc, au plus tard, pour les enfants qui sont nés en tout début d'année civile, à 3 ans et demi, ces enfants ont quitté ces structures. Donc, je m'interroge, est-ce qu'on peut véritablement parler de liberté de conscience pour des sujets qui ont entre 2 mois et demi et 3 ans et demi? Et surtout, est-ce que le fait, pour ces très jeunes enfants, finalement, de voir un salarié arborer un signe religieux pourrait avoir un quelconque impact sur leur liberté? Personnellement, j'en doute. S'agissant du droit des parents, là aussi, je ne veux pas du tout dénigrer ce genre de structures qui m'ont été bien utiles, mais est-ce qu'elles ont véritablement une vocation éducative au sens strict du terme? Je pense qu'on peut en douter, et donc on peut également douter d'un quelconque droit opposable des parents en la matière. Si j'en viens maintenant aux arguments concernant les entreprises, je suis tout à fait prête à admettre que le port de signes religieux, de vêtements religieux, par certains salariés est susceptible de créer des tensions. Il me semble que c'est certain. En même temps, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est également le cas pour l'expression de certaines opinions politiques ou philosophiques dans l'entreprise? Et est-ce qu'on doit considérer dans ces circonstances qu'il faudrait interdire toute expression des opinions, des croyances, qu'elles soient religieuses, philosophiques ou politiques dans l'entreprise? Est-ce qu'il faudrait généraliser même cette interdiction à l'espace public en général, puisque là aussi on peut considérer que finalement le fait d'exprimer dans l'espace public librement ses croyances, quelles qu'elles soient, est susceptible de créer des ordres publics. Donc ce que je me dis, c'est que voilà, il y a un danger, si vous voulez, une espèce de fuite en avant lorsqu'on commence à interdire. Où est-ce qu'on s'arrête et pourquoi est-ce qu'on ne généraliserait pas finalement ces interdictions à tous les espaces qui ne sont pas des espaces strictement privés? Quant à la liberté de conscience des salariés et des clients, moi je considère que l'argument n'est absolument pas sérieux. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut considérer que le fait pour un collègue d'afficher son appartenance religieuse, c'est susceptible de porter atteinte à ma propre liberté de conscience? Je ne le crois pas du tout. Bref, tout ça pour dire que les arguments invoqués par les parlementaires sont loin d'emporter la conviction, la mienne en tout cas, d'autant moins que l'extension du principe de neutralité au secteur privé ne pourrait se faire qu'au prix d'une évidente et très certaine limitation de la liberté d'expression religieuse des salariés. Et c'est là finalement le cœur du problème, puisque appliqué à l'État et à l'administration, qui doivent être neutres, le principe de neutralité, qui est donc l'un des piliers de la laïcité, le principe de neutralité a une visée libérale. Il s'agit de préserver la liberté des cultes et des individus. Si on étend ce principe au secteur privé, eh bien, on le ferait pour limiter la liberté d'expression religieuse des individus, des salariés. Et dans ces circonstances, il me semble que cette transposition constituerait une altération profonde du sens du principe de neutralité, mais aussi
du principe de laïcité. Et j'en viens donc ainsi à mon troisième et dernier point, que j'ai intitulé, mais la citation n'est pas de moi, le changement de paradigme en matière de laïcité. Alors cette expression, changement de paradigme en matière de laïcité, est celle d'un sénateur, M. Alain Richard, qui était rapporteur sur l'une des propositions de loi nées de l'affaire Babilou, et je trouve que finalement c'est très bien dit. Alors, M. Alain Richard, pour illustrer ce changement de paradigme, prend l'exemple de la loi du 15 mars 2004, donc la loi qui prohibe le port de signes religieux ostensibles dans les établissements d'enseignement public, en application, nous dit le texte, c'est le titre de la loi, le nom de la loi, en application du principe de laïcité. Et je pense qu'on a là, qu'on assiste vraiment à un changement radical dans la façon de concevoir le principe de laïcité. Cette conception nouvelle de laïcité, donc d'une laïcité répressive, comme le dit Jean Bobéro, s'est nourrie de crispations diverses, dont les premières sont apparues donc avec l'affaire du port du voile dans les collèges et dans les lycées publics. Et cette nouvelle conception de la laïcité a été en quelque sorte officialisée par le législateur en 2004. Et il me semble qu'elle constitue, cette nouvelle conception, une corruption absolue du principe, dans le sens où, dorénavant, aujourd'hui, la laïcité est confondue avec la neutralité, et qu'elle est opposée à la liberté religieuse. Ce sont les deux points que je vais examiner dans cette troisième partie de façon successive. Donc premièrement, la confusion entre la neutralité et la laïcité. Ce qui est très frappant dans les débats parlementaires nés autour de l'affaire Babilou, c'est qu'il est absolument évident que les deux termes, laïcité et neutralité, sont considérés comme absolument interchangeables. Donc on dit laïcité, on dit neutralité, en gros c'est pareil. Ce que je veux dire, c'est qu'il est indéniable que la laïcité, qui est un principe de séparation, qui est un principe d'indépendance entre le politique et le religieux, la laïcité signifie avant tout, c'est certain, sur le plan juridique, elle signifie avant tout la neutralité de l'État. Donc ça, c'est quelque chose que je ne remets pas du tout en cause. Et il est tout aussi indéniable, me semble-t-il, que la laïcité ne signifie pas la liberté de conscience et la liberté religieuse. Pour autant, il est impossible, à mes yeux, d'assimiler la laïcité au seul concept de neutralité, et cela pour au moins deux raisons. La première raison est franco-française. En 1905, la laïcité, ou la séparation, puisque la laïcité n'est pas mentionnée dans le texte de 1905, la séparation telle qu'elle a été conçue par le législateur avait notamment pour objet la préservation de la liberté de conscience et de la liberté religieuse. L'article 1er de la loi de 1905 proclame donc cette liberté de conscience et proclame également le libre exercice des cultes. D'autre part, si la laïcité ne peut pas être assimilée au seul concept de neutralité, et indépendamment du cadre juridique français, je pense qu'un État ne peut être laïque s'il n'est pas neutre. C'est ce que je disais tout à l'heure. En même temps, il me semble qu'un État ne peut être laïque s'il ne reconnaît pas la liberté religieuse à ses sujets. Et donc, la laïcité ne peut évidemment exister sans neutralité, mais elle ne peut davantage exister sans la reconnaissance de la liberté de conscience et de la liberté religieuse des sujets de l'État. Or, aujourd'hui, et notamment chez les parlementaires, la conception de la liberté est extrêmement réductrice. La laïcité est réduite à la neutralité, qui en plus est très largement entendue, neutralité de l'État et de l'administration, mais aussi neutralité des espaces qu'on appelle intermédiaires, par exemple les entreprises, voire neutralité des individus. Et donc, dans ces circonstances, la laïcité est amputée finalement de sa dimension libérale qui concerne donc la liberté de conscience, et on considère que la laïcité est menacée par l'expression de la liberté religieuse. Ce sera mon deuxième et dernier point, l'opposition entre la liberté religieuse et la laïcité.
Cette opposition entre la laïcité et la liberté religieuse, c'est un leitmotiv dans les débats parlementaires autour de l'affaire Babilou, mais je dirais que c'est plus généralement un leitmotiv aujourd'hui. On considère aujourd'hui que l'expression de l'appartenance religieuse est constitutive d'une atteinte au principe de laïcité. La décision de la Cour de cassation du 19 mars 2013, donc celle qui donnait raison à la salariée de la crèche Babilou, a été très vivement critiquée, à la fois par le Parlement et par le gouvernement. Cette décision a été considérée comme étant une remise en cause, je cite, une remise en cause de la laïcité en France. Alors, il faut relire ici, avant de poursuivre, les débats parlementaires qui entouraient l'adoption de la loi du 9 décembre 1905, donc la loi de séparation de l'Église et de l'État, des Églises et de l'État, des cultes et de l'État. Aristide Briand, qui fut l'un des grands artisans de ce texte, notait dans le commentaire de l'article 1er, l'article qui proclame la liberté de conscience, il notait la chose suivante, je le cite. Au moment où il pénètre dans le domaine sacré de la conscience, le législateur a pour premier devoir d'indiquer les principes qui l'ont inspiré et qu'il a voulu appliquer, en proclamant solennellement que non seulement la République ne saurait opprimer les consciences ou, et c'est là que ça devient intéressant pour nous, ou gêner dans ses formes multiples l'expression extérieure des sentiments religieux, mais encore que la République entend respecter et faire respecter la liberté de conscience et la liberté des cultes. Fin de citation. Donc il me semble que, contrairement à ce que souhaitaient les hommes de 1905, le législateur contemporain appréhende les conséquences de la séparation des cultes et de l'État en termes de façon répressive. La neutralisation des espaces publics et des espaces intermédiaires, qui est souhaitée au nom d'une laïcité mal comprise, a très précisément pour objet de faire disparaître les religions de ces espaces, au moyen, bien sûr, d'une considérable limitation de droits et libertés fondamentaux. Alors, pour conclure, sur 2 points, ce que je voudrais dire ici, au fond, le premier point, c'est que, à mes yeux, la laïcité ne peut pas servir de fondement juridique pertinent, adéquat, à la restriction de la liberté religieuse, sauf à corrompre la signification du principe de laïcité. Ça, c'était le premier point. Le second point, mais je sors un peu du cadre de mon intervention, il me semble que, plus généralement, les mesures restrictives des libertés, dès lors que les libertés restreintes ne mettent pas en cause l'ordre public et ne mettent pas en cause la liberté d'autrui, les mesures restrictives à la liberté ne sont jamais une bonne chose. Et je terminerai en paraphrasant les conclusions célèbres d'un commissaire du gouvernement, rapporteur public, mais à l'époque on disait encore commissaire du gouvernement, qui disait donc que la liberté doit être la règle et la restriction l'exception. Il parlait de la mesure de police, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, je vous remercie. Ce qui est bien, c'est qu'on vous écouterait parler pendant des heures et je n'ai même pas songé à regarder s'il y avait un temps de parole respecté ou non. C'était sorti de mes préoccupations, ce qui est bien coupable de ma part dans les fonctions que je dois assumer pour l'instant. Alors, Nicolas.